Bon, j'ai rien de plus intelligent à dire en fait là tout de suite. Laurence, eh bien, nous sommes à toi. Bonjour. Bonjour. J'adore aller à la mer. À la mer, c'est l'endroit où je me ressource. C'est l'endroit où je vais quand je me sens complètement perdue et je ne sais pas quel chemin prendre. La mer, c'est culturel dans ma famille. Mon grand-père, il travaillait à la SNCF. Et très tôt, il a pu emmener ses 5 enfants par le train, avec la tente, qui pesait 1 tonne, puis les récipients qui n'étaient pas à base de bisphénol. Et puis, il installait donc, ma grand-mère et ses enfants pour 2 mois et demi, parce qu'à l'époque, c'était la bonne époque où il y avait 2 mois et demi de vacances, au terrain de camping. Puis, la tradition s'est perpétuée. Mon père nous déposait, dès fin juin, au terrain de camping, le même, avec les oncles, les tantes, les grands-parents. Et on passait 2 mois et demi à la mer. La mer, c'est mon grand-père qui m'a transmis le plaisir de m'y promener, de chercher ses petits trésors, même si je suis souvent plutôt obligée de les acheter pour les manger. Pas encore au point. Et donc, j'aimais aussi beaucoup m'asseoir sur les rochers. Puis je regardais l'horizon. Et j'étais fascinée par ces grands aventuriers qui bravaient les océans, comme Christophe Colomb, Magellan, Bernard Tapie, qui nous ont prouvé que la Terre était ronde, qu'on pouvait donc en faire le tour. Depuis, quand je pense à la Terre, je pense plutôt à la mondialisation. Tout tourne autour de la Terre. Les hommes, les biens, les services, les capitaux. Tout tourne de plus en plus vite autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité. C'est joli la mobilité. La mobilité, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le faire à la Franck Lepage, je ne vais pas les mélanger. Je vous rassure tout de suite, on ne copie pas le gourou. Ça ressemble à, ça rime avec solidarité, parité, humanité, égalité, fraternité, générosité, équité. Mais, mobilité, ça rime aussi avec adaptabilité, compétitivité, rentabilité, sécurité, flexibilité, flexi-sécurité. Alors moi, j'ai un peu mal commencé. Dès le départ, je me suis emmêlé les pattes et je me suis perdue. Et c'est donc le cordon bien accroché autour du cou que j'ai fait mon entrée. C'est de là qu'est démarrée ma réputation de pas douée. Très tôt.
Puis j'ai cumulé. Déjà, je suis née fille au lieu de garçon attendu. Il y en a d'autres? Levez la main. Ah oui, quelques-uns quand même. Quelques-unes, excusez-moi. Le contraire? Garçon au lieu de fille? Ah, quand même. Quand même. Mais c'est beaucoup moins fréquent. Beaucoup moins fréquent. Et puis gauchère. Il y en a d'autres? Une petite minorité, hein. Il y en a plus hein, quand même. Hein. Beaucoup. Et puis l'aîné en plus. Ça, je ne savais pas encore. Hein, mais... Beaucoup de choses. Donc j'étais rapidement une petite fille avec des responsabilités de petite maman, un peu garçon manqué, hein, et très mal à droite. Alors dans l'élaboration de mon savoir froid, ça donne ça. Louis Champion, c'est plutôt le côté de mon père. Et puis, je suis désolé, hein, j'ai piqué l'idée. Hein. Martine à la mer, bien sûr. Alors, Martine à la mer, j'ai eu chaud avec Martine. Parce que j'ai échappé à Martine fait les courses, Martine fait le ménage. Mais en fait, c'est parce que je savais déjà le faire. C'est pour ça. Mais j'ai pas eu non plus Martine fait du cheval, Martine fait de la voile. C'était pas mon monde. Alors j'ai passé mon enfance à 20 km de Paris. C'est chouette 20 km de Paris, il y a tout à Paris. Merveilleux, il y a tout, 20 km. Sauf que 20 km, c'est la banlieue. Qu'il n'y a pas de transport, et puis qu'il n'y a rien à la banlieue. Donc, en grandissant, j'étais une fille, hein, pas trop le droit de sortir. Il fallait surtout qu'on me protège de l'extérieur, c'est si dangereux. Bien que moi, je savais depuis bien longtemps que le loup était à l'intérieur. Alors, à l'école, rapidement, ils ont essayé de me contrarier. Forcément, gauchère, ils ont essayé de me faire droitière. Mais ça m'a contrariée pour le reste de ma vie, hein, parce que de gauchère, je suis forcément passée à gauchiste. Et c'est très perturbant. Vous le verrez par la suite. Ça a déclenché d'autres problèmes. Nombreux autres problèmes. Alors, je suis arrivée en fin de troisième, adolescente, donc un peu rebelle quand même, donc contrariée, un peu rebelle, toujours aussi gauche, pas beaucoup moins garçon manqué. Et il a fallu à un moment donné, en troisième, choisir son orientation. Alors j'étais nulle en maths. Donc évidemment, le premier critère, c'était de trouver une section où il n'y avait pas de maths. C'était le premier choix. Donc en A5, en littéraire, les maths étaient au rattrapage à l'oral. Je ne prenais pas trop de risques. Donc je suis allée en littéraire. Je continuais à lire quand même, hein, parce que j'aimais bien lire. C'était un petit peu mon refuge. Alors, j'étais pas une bonne élève à l'école, hein, comme je le dis. Ça n'a pas changé, hein, j'ai continué les antisèches, hein, parce que j'ai pas trop le choix. Sinon, je vais en oublier la moitié. Alors, Paul Buck, quand je suis arrivée en seconde littéraire, c'était à peu près mon niveau de lecture. J'ai commencé la philo en littéraire. Le problème, c'est que dans Pearl Buck, il n'y a pas beaucoup de philo. Et que, au premier devoir que j'ai eu, la fin justifie-t-elle les moyens? J'ai répondu, ben oui. Enfin, il me semble. J'ai eu 0.
Alors j'ai arrêté les études. Enfin, du moins, elles se sont un peu arrêtées toutes seules aussi. Hein. C'est un peu ça. Hein. Alors, première rencontre avec un conseiller d'orientation. Qu'est-ce que je vais bien faire de moi, avec mon niveau Pearl-Buck? Donc, j'avais le choix entre vente, coiffure, comptabilité, secrétariat. Alors, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais une chose qui était sûre, c'est que je ne voulais pas être enfermée dans un bureau. Ça, c'était la seule chose. Donc, j'ai choisi esthéticienne. Esthéticienne. Le conseiller d'orientation me disait que coiffure, c'était pareil. Moi, j'étais persuadée que c'était pas pareil. C'est chouette, esthéticienne. C'est tout rose, tout doux, tout chaud, tout beau. 2 ans d'études. Je suis sexy, esthéticienne, en plus. J'allais être belle. J'allais pouvoir sortir avec plein de garçons. C'était vraiment chouette, esthéticienne. Alors, je fais 2 ans d'études à Paris. 2 heures aller, 2 heures retour. C'est là que j'ai pris la décision que jamais je n'aurais 2 heures de transport aller, jamais 2 heures de transport retour pour aller travailler. C'est à cette époque. Alors ma grande surprise, c'est que à l'école, on avait des fauteuils comme ça au milieu de la salle, un petit peu organisés comme ça. Mais je trouve mon premier travail en esthétique. Et donc, je rentre dans une cabine d'esthétique. Alors une cabine d'esthétique, c'est quoi? C'est une pièce de 2 mètres sur 3, où tout est organisé, hein, pour entrer. Donc vous avez la place pour que la cliente mette sa tête. L'appareil à cire est juste au bout. Et donc je rentre dans la cabine. Et là, tout de suite, je sens que je vais avoir un gros problème. Parce que de ce côté-là, moi, avec ma main gauche, je ne peux pas épiler. C'est râpé. Seule solution, dans ce cas-là, parce qu'il faut trouver vite une solution, hein, quand la cliente est installée et qu'on ne peut pas l'épiler, il faut trouver une solution. Hein. C'est de décoller le fauteuil, décoller la table du mur, et de se glisser. Là, je suis dans le bon sens. Là, je peux épiler. Alors, j'ai passé 10 ans derrière un mur, collé contre un mur, en fait. J'ai fait enceinte, c'est moins pratique. Beaucoup moins pratique. Alors, esthéticienne, c'est vous recevez la cliente gentiment, discuter, raconte un peu sa vie, la santé de son chien, vous êtes là pour lui conseiller des produits. C'est un milieu un peu confiné. Et puis, il y a des périodes creuses. Alors, dans les périodes creuses, on fait les étagères. Alors, on fait les étagères aussi souvent qu'on a une période creuse. Donc, elles brillent, les étagères. Ça, elles brillent, les étagères. Et puis, la parfumerie, je crois que j'ai vécu pire que 25 hiérarchies au-dessus de ma tête. Parce que être toute la journée avec une patronne qui est sur votre dos, patronne qui en plus n'est pas esthéticienne, elle, rien d'autre à faire, et elle s'ennuyait, c'est son mari qui lui avait acheté une parfumerie. Donc elle n'avait pas beaucoup de compétences de management. Et j'avoue que ce fut une période difficile et une douloureuse expérience pour un premier patron. Par contre, j'ai commencé à travailler en 1982. Et donc, en 1982, direct la première année, on passe de 40 à 39 heures. On a une 5e semaine. Oh, je croyais qu'on était parti, qu'arrivé à 50 ans, je travaillerais 20 heures par semaine et que j'aurais 12 semaines de vacances, dis donc. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Bon. Donc, voilà, me voilà dans ma petite vie active. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était les garçons, surtout. Donc, j'étais jolie tout le temps, bronzée aux UV cancérigènes toute l'année.
maquillée comme un présentoir. Et puis, j'ai fini par rencontrer le mari. Alors, je me suis rapidement aperçue que j'étais complètement envahie d'un désir d'enfant. Mais déjà depuis longtemps, hein. Donc, très tôt. Alors, le mari, il a été efficace, j'en ai eu 3. Ça a bien marché. De ce côté-là, pas de souci. Donc, j'ai eu 3 enfants. Et puis, dans le monde où j'ai été élevée, chez les socialistes, hein, quand on a eu un enfant, 2 enfants, il faut acheter. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut acheter une maison. Alors, quand on habite à 20 km de Paris, on est esthéticienne, et que les taux d'intérêt sont à 13%, à l'époque, c'est pas facile pour acheter, et encore moins en région parisienne. Alors on se recule. On recule. C'est-à-dire que c'est pas tellement le lieu qui compte, c'est le prix de la maison. Enfin, il faut qu'elle nous plaise un peu, et que surtout le prix il rentre dans le prêt bancaire. C'est ça qui fait le lieu. Alors on s'accommode, on recule, et puis on arrive à peu près une soixantaine de kilomètres de Paris, dans un petit village. Super le petit village. La Longère, la maison du bonheur. On allait être heureux dans cette maison. Le jardin, la vieille pierre. Vraiment une jolie maison. Le bonheur. Sauf que là, on s'aperçoit que la boulangerie est à 10 km. L'école à 4. Pas de cantine. Pas de garderie. Pas de loisirs. Cinéma à 30 km. Et là, eh bien, le bonheur se transforme très vite en cauchemar. Mais vraiment le cauchemar. Parce que si vous n'avez pas de voiture, vous restez dans la Longère toute la journée. Hein. Enfin, un peu les champs, hein, quand même, hein, autour. Hein. Des bois aussi. C'est tout. Et puis, c'est une histoire dans ma vie, les voitures. J'y attache pas beaucoup d'importance parce que je me les fais voler tout le temps. Si c'est pas la voiture, c'est un morceau de la voiture. Mais tout le temps, on est toujours en train de me voler mes voitures, je sais pas ce que j'ai. Je prends le modèle qui plaît le plus à tout le monde. Quoi. Qui plaît le plus à tout le monde, je sais pas. Même les pièces détachées, hein, là, encore 3 semaines, on m'a encore volé mes feux stop, je sais pas pourquoi. C'est tout le temps comme ça. Et donc, on m'avait encore volé ma voiture. Et donc, me revoilà coincé avec 3 enfants. L'école 4 km, pas de cantine, donc 4 fois par jour. Ça plombe le moral, quand même. Pas de course, dépendante de tout. Alors, je m'énerve un peu. Je réclame ma voiture. Alors c'est la 2e voiture, hein, celle qui sert à rien. Hein, tout le monde le sait, hein, celle-là. C'est la voiture de confort. Et puis, à force, j'ai la bonne surprise que le soir, mon ex-mari arrive avec une superbe voiture. Une superbe Lada orange. Alors, pour le côté discret, ça, c'est autre chose, hein, dans un petit village. Ça, on sait que vous êtes passé par là et à quelle heure, hein, pas de problème. Hein. Mais alors, surtout, il n'y avait juste pas de ceinture de sécurité à l'arrière. Alors, 2 sièges auto et un aéroseur à tenir sans ceinture de sécurité, c'est pas très pratique. C'est vraiment pas pratique. Puis bon, si vous avez des enfants qui restent bien assis, attachés, il n'y a pas de souci, mais j'en ai pas eu des comme ça, moi. Restez pas bien assis dans les fauteuils. Alors là vraiment, ça a été vraiment quelque chose de douloureux pour moi. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out maternel. Alors, j'aime bien dire burn-out parce que ça veut dire qu'un petit peu que c'est un peu un travail quand même d'être maman. Donc, j'aime bien burn-out maternel. Ça fait profession un peu. Et donc, je suis allée à la mer, là, cette fois-là encore, essayer de me ressourcer un peu. Mais c'était tellement difficile que je ne suis pas restée sur mon rocher cette fois-ci. J'ai sauté, j'ai plongé. Enfin, j'ai été repêchée. J'ai été repêchée, mais j'ai découvert aussi la prise en charge des naufragés par la famille et le corps médical. Mais je continue à lire.
C'était déjà ça. Alors, pour ceux qui se rappellent un peu Anna Karénine, hein, c'est l'histoire de deux couples. Hein. Donc il y a Kitty qui vit une vie bien sage de petite épouse, et puis il y a Anna qui vit une vie de débauche. Et forcément, moi je voulais Kitty, hein, parce que quand même, c'est comme ça qu'il faut faire, pour bien se ranger dans les rangs. Alors il faut que je revienne sur mon mariage, parce que c'est important, c'était... Je me suis mariée, c'était une date anniversaire funeste hier. Des choses comme ça dans la vie. Hein. Je me suis mariée le 26 avril 1986. Ça vous dit quelque chose? Fêté hier. Ça a été un mariage radioactif. Hein. Ça pas forcément. Hein. Un jour pareil. Pas le choix. Hein. Alors après mon burn-out maternel, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'envisage de faire quelque chose, parce que rester à la maison avec les enfants, ça ne me convenait pas tellement. Du tout même. Alors ma grand-mère m'avait dit, fais attention, parce que 2 c'est bien, mais tu vas voir 3, ça fait 4. Je ne comprenais pas beaucoup. Enfin, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, en fait. J'ai vite compris. Hein. Essayer de traverser la rue, alors avec 2, c'est pratique. Je le fais. Alors une poussette et 2 autres, c'est déjà plus compliqué. Donc chaque traversée de rue, un peu kamikaze en fait. Hein. Il faut être sûr que tout le monde suive, qu'il soit bien accroché à la poussette. Et c'est vrai que 3, c'est beaucoup plus compliqué que 2, c'est 4. Je confirme. Je confirme. Enfin, les premières années, au moins. Alors, je me suis quand même un peu investie dans le village. Hein. J'ai commencé par les parents d'élèves. Donc, j'ai vite été... secrétaire, j'ai refusé la présidence, hein, parce qu'on est dans les villages, on est vite propulsé à des postes importants. Et puis, c'était les élections municipales. Alors, il y avait une liste apolitique, menée par une femme, et je représentais, parce que bien sûr, je n'étais pas dans le village, j'étais 4 km, j'étais planté dans le hameau du village, enfin, bien loin quoi, du patelin, qui était déjà pas très grand, mais au moins un petit hameau à côté. Et il fallait donc, elle souhaitait avoir une femme qui représente le hameau. Et moi, j'avais déjà une petite idée derrière la tête, ce qui me plaisait, c'était travailler, on verra après comment ça m'est venu, dans le social. Et donc, j'ai négocié, si la liste était élue, de travailler plutôt sur tout ce qui était le social de la commune. Ce que j'ai pu obtenir. Donc j'ai fait mes armes un petit peu de terrain, comme ça, pour reprendre d'autres activités qu'esthéticienne. Et puis, je me suis dit, je ne pourrais pas retrouver travailler esthéticienne. C'est pas possible, les horaires de commerce. Ah. Et puis bon, esthéticienne, le problème c'est qu'au bout de 10 ans, ça devient rasant. Et puis c'est plus très poilant, quoi. Donc, alors je suis allée à la NPE. Alors bon temps de la NPE. Où à la NPE vous pouviez dire, voilà, je fais ça, mais je veux plus le faire, même s'il y a du boulot. On vous disait, pas de souci, vous allez faire un bilan de compétences. Alors j'ai fait un bilan de compétences. Alors c'est quoi un bilan de compétences? Alors un bilan de compétences, déjà ça dure longtemps. Ça dure 6 mois un bilan de compétences. Et ça, c'est parce que j'avais beaucoup de compétences. C'est surtout pour ça. Alors, le bilan de compétences, on vous donne des outils avec des colonnes. Alors, c'est je sais faire, je sais pas faire, j'aime faire, j'aime pas faire, je voudrais faire, je voudrais pas faire. Mais là où ils nous piègent, c'est qu'ils auraient mieux fait tout de suite me donner un tableau avec je peux faire et je peux pas faire. Ça aurait été beaucoup plus rapide. J'aurais gagné du temps. Mais, donc je fais mon petit bilan de compétences. Et puis un jour vient le bilan du bilan. Donc avec la conseillère orientation. Alors j'apprends, avec effarement, que je suis nulle en maths. Ça, forcément, je n'en avais pas fait beaucoup depuis, hein, donc je n'avais pas dit pour monter beaucoup mon niveau. Que j'avais des facilités d'élocution,
de communication, de conseil et d'écoute. J'avais juste passé 10 ans dans une cabine enfermée, à papoter, à accueillir, à conseiller. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau pour moi, parce que c'est... Oui, je savais déjà tout ça. Mais c'est ce que le bilan de compétences m'a appris. Et puis, on a fait des recherches métiers. Et puis, le social semblait se confirmer. Et donc, elle me dit, dans la fin du bilan, elle me dit, je pense que le social semblerait être une bonne voie. Alors, je lui dis tout de suite, je ne sais pas vous dire, mais j'aimerais bien faire votre boulot. Et là, elle me dit, vous avez un CAP, j'ai un bac plus 5, vous faites un transfert. Ça m'a mis en colère. Ça m'a mis très fort en colère. Alors, il ne faut pas me mettre en colère. Me mettre en colère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon bac. Alors, on a la chance d'avoir en France le DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires, qui permet à tout adulte qui n'a pas eu le bac dans les délais normaux de pouvoir le repasser plus tard. Alors, c'était très enrichissant pour moi, d'un coup, de formation d'adulte avec une autre approche. J'ai découvert que j'aimais apprendre, dis donc. Ça a été une découverte importante. Et puis, bac, ça suffit pas, hein. T'es loin du bac plus 5 encore. Hein. Donc, j'ai pu passer un bac plus 2. Alors, un bac plus 2, comme je faisais un transfert, il faut quand même dire qu'elle n'a pas validé mon projet. Mais valider un projet, ça veut dire le financer. Et donc, j'ai réussi à me faire financer le DAEU tant bien que mal, mais les 2 ans d'études derrière, ça devenait compliqué. Il faut remonter aussi un petit peu en arrière, c'était une époque où les régions, venaient à peine d'accéder à la compétence formation. Il y avait encore des possibilités de financement un peu éparpillées. L'État finançait un petit peu, vous aviez des programmes exceptionnels, et puis il y avait aussi la région, mais voilà. Et donc j'ai réussi à trouver une formation de bac plus 2. Alors c'est un superbe diplôme, hein, c'est un GISAC, gestion informatisée des structures associatives et collectives, distribué, bon papier signé du ministère de l'Agriculture. Travailler dans le social en milieu rural, ça peut servir. Hein. Ça peut servir. Donc j'ai eu mon bac plus 2. Mais alors, il a fallu que je mette plein de stratagèmes en place, parce que les formations, alors déjà c'était sur 9 mois, un bac plus 2 en 9 mois, c'est costaud, hein, avec 3 enfants, ça occupe. Hein. Et puis bien sûr, vous avez des périodes de stage en entreprise, qui collent avec votre diplôme. Et ces périodes de stage, bien sûr, ils vous les collent pendant les vacances scolaires. Forcément, comme ça, l'école ferme, ils sont en vacances, ils sont tranquilles. Sauf que toujours pas de centre de loisirs, pas de cantine, donc qu'est-ce que je fais de mes enfants? Alors je m'aligne des fois. Alors, à la mairie, sur mon stage, je travaillais de la maison, mais je travaillais sur quoi? On a travaillé à créer une cantine, un centre de loisirs, un accueil périscolaire, une halte garderie, une crèche, et puis le soutien scolaire. Donc, grâce à mon activité de reprise d'études, et puis cette formation, j'ai pu préparer, à la fin de ma formation, c'est ouvert tous les services, et là, forte de mon diplôme en poche, et surtout des structures de garde pour les enfants, j'ai pu reprendre une activité professionnelle. Et puis, abandonner le métier d'esthéticienne. Emploi.
je précise que dans ma petite expérience de social à la mairie, j'avais ouvert une petite permanence de 3 heures l'après-midi. J'accueillais les gens en fonction de leurs problématiques dans le village. Et puis, on étudiait tous les dossiers. Donc j'ai tout vu. Surendettement, la maison qui allait être saisie, la recherche d'emploi, la demande de travailleurs handicapés. Je me suis formée sur le terrain. Donc j'ai pu, de cette façon-là, prétendre à un poste de travailleur social dans l'insertion avec cette expérience et mon diplôme. Alors je vais prendre un peu de temps pour avoir le plaisir de mettre ces superbes chaussettes et Clark violettes, tenue indispensable du travailleur social. Et je dis avec bonheur parce que c'est une torture de travailler toute la journée avec des chaussures à talons. Dans les conditions de travail, les Clark, c'est bien plus agréable. Les chaussettes aussi. J'ai pas eu trop de mal à retrouver du travail. Très rapidement, mon CV était retenu. Alors là, j'ai découvert la différence du recrutement. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu un recrutement. 2 entretiens avec 4 personnes. Esthéticienne, je poussais la porte. Je disais, vous cherchez du boulot? Enfin, vous avez du boulot? On me répondait oui, on me répondait non, je repartais. Je n'avais même pas de CV. Je ne savais pas ce que c'était qu'un recrutement avec 4 personnes. Et donc, j'ai été embauchée dans une structure du service public de l'emploi. Le SPE, financé par le Fonds social européen. Et là, enfin, j'allais avoir un bureau. La classe. Ça. C'est cool. Un ordinateur. Alors la première chose que j'ai faite, c'est... Allô Oui, bonjour Laurence Nog, vous vous souvenez de moi? Oui, celle qui avait un CAP d'esthétique et qui voulait faire travailleur social. Vous vous souvenez? Oui, je vais bien. Oui, je vous appelais pour vous dire que je viens démarrer là au Pli de Beauvais. Alors, je pense que j'aurai du monde à vous orienter régulièrement. Et puis, on va se rencontrer régulièrement, je pense, sur des réunions partenariales. Oui. Pas l'air contente, hein. Pas l'air contente du tout. Enfin, moi, je jubilais. Hein. Oh, ce jour-là, j'ai jubilé. Alors, j'arrive dans le social avec toutes mes croyances, tous mes espoirs. Hein, je pensais que j'allais aider plein de gens, trouver des solutions à tous leurs problèmes. Là, je découvre que je suis là pour faire de l'insertion professionnelle. Et que de l'insertion professionnelle. Faire autre chose que de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire dépatouiller un dossier acédique pour que la personne puisse rentrer en formation, ça ne fait pas partie de mes missions. Il faut juste qu'elle rentre en formation. Même si elle est sûre de ne pas te payer, mais il faut juste qu'elle rentre en formation. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que de réunion d'équipe en réunion d'équipe, les injonctions d'accompagnement devenaient de plus en plus précises. Alors, je vous explique. Comme par exemple, il y avait une formation. Alors, les formations, c'était pas des formations qualifiantes, hein. C'était des petites remises à niveau, pour leur faire passer le temps, quoi. Enfin, surtout ça. Ou alors des chantiers d'insertion aussi, des chantiers d'insertion. Alors, comment ça se passe comme ça quand il y a des formations qui se mettent en place ou des chantiers d'insertion qui se mettent en place?
vous avez un portefeuille d'une centaine de personnes à suivre, et puis on vous demande de chercher dans votre portefeuille les personnes susceptibles de coller à la formation. C'est pas la personne qui demande à faire une formation, c'est la formation qui demande à faire entrer les personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut remplir, parce que c'est des actions qui sont financées, donc il faut remplir, à tout prix. Et puis, si vous n'êtes pas assez convaincant, c'est que vous n'êtes pas assez convaincant. Et pour être convaincant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être convaincant? Il faut dire aux gens, si vous n'y allez pas, vous allez perdre vos allocations. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, quand vous trouviez un petit boulot, il y avait une offre d'emploi. L'offre d'emploi, il fallait qu'elle soit pourvue dans la journée. Il fallait qu'on trouve le candidat qui y allait. C'était indispensable de trouver le candidat qui devait coller à l'offre d'emploi. Et pareil, toujours cette même injonction. Mais il fallait voir les offres d'emploi. Et encore, c'était en 97, donc il paraît que c'est le même taux de chômage qu'aujourd'hui. Là. On a récupéré le taux de 97. Donc il n'y en avait pas beaucoup plus, le boulot. Donc c'était des petits boulots. Alors, petits boulots, notre mission, la mission que j'ai découverte du Fonds social européen, des plis, c'était de faire entrer un maximum de gens, un gros chiffre de gens. C'était quelque chose comme 500 dans l'année, parce qu'on était une armée de référents. Et puis, d'en faire sortir, si possible, 500 en sortie positive. Bon, ça, c'est pas possible. Bon. Mais une sortie positive, c'est quoi une sortie positive? Une sortie positive, c'est un CDI d'1 heure semaine, un contrat aidé de 6 mois qui ne sera pas renouvelé, un CDD d'1 mois, une mission intérim, une entrée en formation qui ne sert à rien, pas du qualifiant. Ça, c'est une sortie positive. Sortie positive, ça veut dire que la personne, elle sort. Et vous n'avez plus le droit de vous en occuper, puisqu'elle est sortie. Alors, c'est difficile d'accompagner les gens en leur disant vous avez un CDI d'1 heure par mois, c'est chouette. Vous êtes en CDI surtout, c'est ça qui compte. Le reste, en CDI. Alors, j'ai commencé à me rebeller. En réunion d'équipe, j'ai commencé à dire moi, je ne suis pas d'accord. Là, cette personne, je ne reste pas là, je veux continuer à la suivre. Ou telle personne, je ne la mettrai pas sur telle action parce qu'elle n'en est pas là. Ou elle ne veut pas, tout simplement, elle ne veut pas. Donc, je ne le fais pas. Commençait la pression aussi à monter. Avec mon employeur, Big Chef, qui, comme beaucoup de structures du social, et puis alors, ça c'était le début, mais maintenant, on le voit dans les MEF, on le voit tout ça, c'est plutôt des gens qui viennent du privé et du placement, plutôt que des gens les purs et durs qui viennent de l'associatif. Et c'était le cas. Monsieur venait avec ses méthodes de management. Et je me souviens en réunion d'équipe, reprendre la parole une nouvelle fois et dire je ne comprends pas que l'on parle que de chiffres et non pas de gens. Moi, je n'ai pas... des chiffres peut-être, mais moi, je ne m'occupe pas de chiffres, je m'occupe de gens. Je déteste les chiffres depuis toujours, donc je m'occupe des gens. Depuis toujours. Et là, je me suis entendu répondre, on ne t'a pas demandé de penser, on t'a demandé de faire. Alors, déjà en esthétique, quand on me disait ça, ça ne me plaisait pas. Alors refaire Bac+2 pour m'entendre dire ça, c'est quand même un peu vache. C'est quand même un peu vache. Ça commençait vraiment à se friter. Alors, je vais faire une petite pause, parce que de temps en temps, il faut que je lise. Quand il m'arrive des trucs comme ça, il faut que je réfléchisse un peu, parce que sur le coup, ça me perturbe bien. Parce que, forcément, quand j'ai commencé à travailler, à la maison, ça s'est plus passé tout à fait pareil. J'étais un peu moins disponible, forcément. Et puis, moi aussi, j'avais des réunions le soir. Moi aussi, parfois, je devais rentrer tard. Mais
quand vous avez un mari qui bosse dans le bâtiment, il n'est pas vraiment question que lui, il dise oh, il faut que je parte parce que j'ai des enfants à aller chercher à la garderie. Ça se fait pas. Il paraît que ça se fait pas. Enfin, il paraît que ça se fait pas. J'ai essayé de négocier, on m'a dit ça se fait pas. Mais moi, au boulot, on me disait t'as un boulot, ça se fait pas. Hein. Enfin, c'est pas parce que t'es une femme qu'il faut aller chercher les enfants. Hein. Alors ça coinçait, parce qu'à la garderie, je l'avais mis en place. C'est la conseillère municipale, mais franchement, les animateurs, ils n'aimaient pas trop que je débarque à 22h. Hein. Même avec mon passe-droit, quoi. Ça le faisait pas. Attention avec la rancœur de la Lada sans ceinture, hein, qui était restée, quand même. Attention à commencer à monter, aussi. Puis, au bout d'un moment, j'ai fait mon burn-out conjugal. Après le burn-out maternel, c'était la suite logique, c'était un burn-out conjugal. Alors, j'aime bien un burn-out conjugal, parce que ça veut dire aussi que c'est un peu un métier. D'être femme. Hein? Alors, pour me sortir de mon burn-out conjugal, sortir de là, je suis mis à lire. Essayer de voir si je pouvais trouver des solutions. J'ai rien compris. On passe pas de Pearl Buck à Freud comme ça. Ça se fait pas. Et puis surtout, j'ai bien compris que ça allait être très long. Et que bon, il y avait urgence. Donc, n'allait pas pouvoir passer par Freud. C'était pas la bonne méthode. Hein. C'était pas du tout la bonne méthode. Alors, j'ai passé une période de ma vie un petit peu particulière. C'est-à-dire que, en termes de mobilité, j'avais 20 minutes par jour dans la voiture peinarde. C'était chouette. 20 minutes tranquille. Alors, en termes de sécurité routière, je suis pas sûre, hein, parce que c'est le genre, monte dans la voiture 20 minutes, tu te détends, sur la conduite, c'est pas terrible. Mais, alors, ça crachait un peu à la maison, hein, c'était pas terrible. Et puis, au boulot, ça s'arrangeait pas. Jusqu'au jour où je me suis entendu dire qu'on ne pouvait pas faire confiance à une femme qui demandait le divorce. Alors là, c'était le divorce aussi avec le patron. Là, pour le coup, je divorçais avec tout le monde. Hein. J'ai vraiment divorcé avec tout le monde. Hein. Et puis, à la maison, fallait prendre une décision. Et donc, j'avais pris la décision de demander le divorce, justement. C'est là qu'on touche les joies de la propriété. Parce que quand vous êtes locataire, hein, filez votre préavis, 3 mois après, partez. Hein. Mais quand vous achetez une longère, où il n'y a rien, il n'y a personne qui veut l'acheter non plus. Hein. Alors ça ne se vend pas tout de suite. Alors on cohabite. Cohabite le temps de vendre. C'était pas une bonne période. C'était pas du tout une bonne période. Enfin, on a trouvé des pigeons. Ils l'ont acheté la longère. Eux aussi, ils ont créé la maison du bonheur. J'ai rien dit. Hein. Bon, déjà, il y avait la garderie, on avait fait des progrès quand même, hein, déjà depuis là. Il y avait quand même des progrès. Hein. Enfin, d'après ce que j'ai vu, ils ne l'ont pas gardé longtemps. Bon. Elle a vite été revendue. Donc, je trouve donc une petite maison à Beauvais, parce que je n'allais pas me remettre à la campagne. Hein. À deux, ça ne le faisait pas pour les mômes, mais alors à moi toute seule, parce que en fait, je voulais garde partagée. C'est bien la garde partagée, ça permet. Sauf qu'il est parti à Montélimar, et que garde partagée avec Montélimar, c'est pas terrible. Ça marche pas. Donc c'était vraiment, pour le coup, ça allait être pire qu'avant, toute seule. C'était toute seule, là, vraiment. Et donc je me suis trouvé une petite maison dans le centre-ville de Beauvais, alors avec tout à côté de moi. Il y avait tout. Alors la boulangerie, on traversait la rue, les activités, c'était à 3 km, enfin, dans le quartier d'à côté, les écoles à côté, les médecins, le cinéma, le McDo. J'ai fait le McDo, j'ai résisté longtemps, mais pas plus jusqu'au bout. Donc tout était à côté, et ça, c'était vraiment chouette, tout à côté. Je m'installe, 5 jours après, je suis licencié. La raison pour laquelle j'étais venue à Beauvais, c'était parce que c'était à côté du boulot. Et donc, depuis ce jour-là, je suis échouée à Beauvais. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Échouée seule maintenant, on verra. Parce que mais je suis pas venue à Beauvais, je n'ai pas choisi d'aller à Beauvais. Je suis venue là parce qu'il y avait le boulot. Alors, cette période un petit peu délicate de licenciement m'a quand même permis, finalement, de m'installer tranquillement.
Voilà, je dis après tout, on va profiter du chômage, moi aussi. Hein. Je ne vais pas aller au pli pour qu'ils me trouvent du boulot tout de suite, attendre un peu, qu'ils ne m'embêtent pas trop. Ils vont me coller en sortie positive à 1 heure semaine, donc ça ne va pas aller. Donc je vais prendre le temps de m'installer tranquillement, de faire le point, de reprendre, que tout le monde puisse reprendre ses petits repères. Donc j'ai profité de 6 mois de tranquillité. Puis j'ai pas mal lu aussi, cette période, hein, puisque j'avais eu un échec avec Freud. Alors je me suis remis à d'autres lectures un petit peu plus simples. Avant, je lisais des histoires d'amour. Puis là, bizarrement, tout le monde me parlait d'une histoire d'amour. Merveilleuse histoire d'amour. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, ce qui m'a intéressé dans Belle du Seigneur, c'est l'organisation de la Société des Nations. J'ai senti, je ne sais pas, les 3 lignes de Freud avaient dû faire leur effet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors cette période, j'avais quand même un gros pari sur les épaules, un gros poids. C'est-à-dire qu'on m'avait prédit que j'allais m'étaler lamentablement seule avec mes 3 mots. Alors, encore une fois, ça me met en colère. Pas me mettre en colère, moi je vais prouver le contraire. Alors j'étais une maman, j'essayais d'être efficace. Alors je me rappelle d'un jour, mon fils, matin, me dit j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'école, j'ai mal au ventre. On va prendre des... dangereux, on va pas dire c'est comme ça. Hein. Moi je suis efficace, je prends rendez-vous chez le médecin, hein, tout de suite, je prends rendez-vous chez le médecin. Puis le médecin, il appuie un peu, il dit ça pourrait être l'appendicite. Appendicite, péritonite, s'il arrive quelque chose, ça va être de ma faute. Heureusement, dans nos connaissances où on habitait, la Longère, maison d'en face, c'était un chirurgien en gastro. Je l'appelle, moi je suis Mathieu, là, Florian, il a l'air d'avoir mal au ventre, je pense que peut-être l'appendicite, ah bah amène-le-moi, il lui appuie sur le ventre, 2 heures après, il était opéré. J'ai appris bien longtemps après qu'il y avait juste une interro, il n'avait jamais eu mal au ventre. Mais j'étais une maman efficace. Hein. Enfin, globalement, ils n'ont pas été très malades hein, après. Alors, je voulais plus retravailler sur le secteur d'insertion professionnelle. Parce que alors, l'insertion professionnelle comme ça, je ne pouvais plus. Donc j'ai cherché du boulot dans le social. Disons, le social, c'est chouette. Hein. On n'est pas obligé de placer les gens, ça va être beaucoup mieux. Alors j'ai trouvé une place de référente Asie. Alors, référente Asie, c'est appui social individualisé. Encore une mesure financée par le Fonds social européen. Mais c'était aussi le bon temps, parce que l'appui social individualisé, c'était votre conseiller ANPE qui, lorsque vous alliez le voir et que vous lui disiez « j'ai des problèmes, je ne peux pas travailler là tout de suite », hop, il vous prescrivait une mesure ASI, vous étiez accompagné jusqu'à 2 ans s'il fallait, et on vous foutait la paix au niveau du boulot. Enfin, c'était un autre temps. Vraiment un autre temps. Et donc, référente Asie, c'est un métier où je me suis vraiment épanouie. Donc j'avais ma petite Twingo, mon petit ordinateur portable, une grosse caisse avec tous les CERFA, les documents, tout ce qu'on pouvait avoir besoin pour n'importe quelle aide. Et puis j'allais chez les gens. Je me promenais comme ça chez les gens. Puis en fonction de ce qu'ils avaient besoin, je faisais l'assistante sociale à domicile, si vous voulez, hein, sans être assistante sociale, mais je faisais un peu l'assistante sociale à domicile. C'était très riche. Moi, j'ai adoré. Hein, j'ai vraiment vécu des jubilations. Je me rappelle d'une. Les gens qui sont... Enfin, à l'époque, c'était le RMI, hein, maintenant c'est le RSA. Le RMI, c'est une allocation insaisissable, sauf pour les dettes alimentaires. Alors, les dettes alimentaires, c'est les dettes de cantine, les dettes de garde, hein, ou que ce soit pour vos enfants, mais ça peut être aussi la maison de retraite de vos parents, ou de l'hébergement que vous n'auriez pas réglé. Donc les dettes alimentaires se réservent, enfin, c'est insaisissable que pour les dettes alimentaires. Mais moi, j'accompagnais beaucoup de gens qui avaient des dettes d'impôts, qui avaient des dettes SNCF, des dettes des contraventions, mais pas que. Hein. Et bien sûr, les banques laissaient passer, laissaient bloquer les comptes, ou faisaient des prélèvements, hein, bloquaient les comptes.
moi, j'avais un petit texte de loi de 1995, bien article machin, c'est le mal ferait mieux que moi, hein, article machin, qui dit que les prestations familiales sont insaisissables. Alors mon bonheur, c'était de faire le tour des banques. J'arrivais avec la personne, parce que qu'elle soit là quand même, qu'elle soit d'accord, hein, je ne peux pas intervenir sur son compte comme ça. Hein. Puis je disais, bah là, je viens parce que je ne comprends pas, hein, je suis l'accompagnatrice sociale, là, la personne, vous avez bloqué son compte et vous lui avez saisi de l'argent alors qu'il est au RMI et que c'est insaisissable. Ah ben si on l'a fait, c'est qu'on doit le faire. Nous, on est obligé de répondre à une mesure comme ça. Bah, je dis non, puisque c'est insaisissable. Vous ne pouvez pas. Alors souvent, ça se terminait dans le bureau du directeur d'agence. J'ai pris beaucoup de bonheur avec la Poste, avec la Société Générale, avec le Crédit Agricole. Ils ont tout recrédité, les frais, tout. À chaque fois, ça marchait. Oh, ça, j'adorais. J'adorais. C'était un véritable bonheur. Et puis, j'ai eu d'autres histoires. Petite dame qui vivait sur un terrain de quelqu'un qu'elle connaissait, où elle avait planté une cabane hein, sur un terrain. Et puis, elle voulait absolument pas, c'était une dame qui avait été la femme d'un maire, d'une ville assez importante, et qui, par tous les méandres de la vie, s'était retrouvée là. Il ne voulait plus en bouger, il ne voulait plus retourner dans la civilisation. L'intérêt de la mesure ASI, c'est qu'on pouvait suivre des gens jusqu'à 2 ans. 2 ans, c'était le luxe dans le social, 2 ans. Quoique c'est un peu court, mais c'était le luxe. Parce que maintenant, c'est plutôt 1 mois. Hein, donc. Et j'ai réussi, via l'Observatoire social, hein, après bien des démarches, à ce qu'elle lui amène l'arrivée d'eau sur le terrain. Ça faisait partie aussi des grandes réussites. Et puis une autre dame aussi qui avait eu... son mari était décédé par de l'amiante, qui avait travaillé longtemps sur les chantiers à Saint-Nazaire, et qui n'arrivait pas à faire prouver. Hein. Donc je me revois mon bureau avec les 2 téléphones, hein, d'un côté le médecin de la Sécu, de l'autre côté le médecin de l'hôpital, et finalement au bout d'un moment de leur dire plutôt que vous... peut-être que ça serait bien que vous mettiez en relation, et donc j'ai appris, parce que ça a pris du temps, qu'elle avait été indemnisée. Mais bon, j'étais un peu Mère Teresa, quoi. Hein, je rencontrais un SDF, sans domicile fixe, pour régler le problème, il lui faut un domicile fixe. C'est normal. Hein. Donc, je rencontre mon petit SDF, et puis, je raconte son histoire. Donc, rapidement, je monte mon petit projet, ma demande de logement, j'ai mes réseaux, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je connais des gens à la Sécu, je connais des gens à l'OPAC, je connais des gens partout. C'est comme ça, à force de rencontrer, c'est comme ça que je me suis fait ma petite réputation, et comme ça que je faisais avancer mes dossiers. Et puis donc, en 15 jours de temps, j'ai le logement, génial, je reconvoque le SDF, toute contente, j'ai dit je vous ai trouvé un logement, c'est super. Bon, le mec il a l'air un peu stoïque. Puis, je dis c'est bien un logement, c'est bien, hein, ça a été vite le logement, ça a été vite, j'étais de plus en plus contente. Puis lui au bout d'un moment il avait l'air content, mais je me suis vite aperçu qu'il était content parce que j'étais contente. Parce qu'en fait, il n'a jamais été dans le logement, et même encore maintenant, il est toujours dans la rue. Donc, alors ça s'appelle, en fait, ça, en travail social, ça s'appelle l'analyse de la demande. Bon, en fait, je répondais avant la demande. Donc, justement, ça ne marchait pas bien. Hein. Okay. Donc, c'est une période où j'ai compris que j'avais traversé pas mal d'épreuves entre mon patron, mon mari. Dans mon nouveau boulot, on était plutôt dans un milieu de femmes, c'était sympa, mais j'avais un collègue aussi un peu macho, je l'appelais la rétention d'informations. Parce que moi j'aime bien quand on a des informations, surtout intéressantes, qu'on les échange. Alors je continue à lire un peu aussi. Je commençais à comprendre un peu mieux les choses. Continue mes petites antisèches, hein, bien sûr. Hein. J'ai surtout compris que dans le social, vous apparteniez à une petite case. C'est-à-dire que vous étiez soit API, quand ça existait, encore autre chose aujourd'hui, allocation de parents isolés,
RMI, donc RMiste, vous aviez votre petite case RMiste, travailleur handicapé, petite case issue de l'immigration, votre case jeune, hein, vieux aussi, senior, ça s'appelle. Hein. J'en oublie plein, hein, mais des petites cases, il y en a beaucoup. Et c'est à cette époque, vraiment, que j'ai compris que la mobilité sociale des pauvres, c'était de changer de case. Mais je vous rassure, il n'y a pas de cumul de mandats. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Et puis, l'appui social individualisé, c'était tellement bien que, comme tout ce qui est bien, ça s'arrête. Plus de financement. Ça s'arrête. À l'époque, j'étais avec une collègue qui, elle, travaillait sur l'action trace. Alors, ça aussi, c'était une mesure très bien. C'était spécialement pour les jeunes. Mesure qui pouvait aller aussi jusqu'à 24 mois d'accompagnement. Et qui était une mesure qui a rapporté vraiment une plus-value dans le parcours, sur l'orientation professionnelle. Et puis, comme tout ce qui est bien, hein, ça s'arrête aussi. Donc, on s'est retrouvés toutes les deux au chômage. Alors, on a choisi d'être au chômage. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi c'est important dans le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on était toutes les deux seules avec nos enfants. Il y avait 4 postes et il y en avait 2 qui étaient supprimés. Donc, en théorie, en tant que femme seule, nous aurions dû rester. Mais nous avons gentiment laissé la place aux hommes qui restaient. Et nous avions une petite idée derrière la tête. Et nous avions l'intention de créer une association, en fait, pour répondre à tout ce qu'on avait repéré de manque dans l'accompagnement des personnes. C'est-à-dire qu'on accompagnait les personnes, il fallait les orienter vers des choses qui existaient. Et nous, on s'est aperçu qu'il manquait plein de choses. Et notamment la possibilité de les envoyer sur des formations qui ne soient pas forcément des formations justement qualifiantes, mais qui ne soient pas des formations lambda où on leur fait faire n'importe quoi. L'objectif, c'était vraiment, et notamment pour les femmes, de créer un lieu où on pouvait rompre avec l'isolement, déjà dans un premier temps, mais surtout comprendre comment fonctionne le système, hein, comment on fait les démarches, comment vers où on peut aller, et avec les compétences sociales qu'elle avait avec, c'est-à-dire la capacité de communiquer, la capacité de trouver sa propre solution. C'était un petit peu ça dans la pédagogie. C'était une de notre objectif, un de notre objectif. Alors j'ai une, à cette époque de l'année, cette époque de vie, il y a quelque chose qui nous a apporté beaucoup quand même, c'est Internet. Alors j'ai découvert que j'aimais apprendre quand j'ai repris mes études. Et alors certes, cet outil peut être très controversé selon son utilisation, mais certains l'utilisent à minima pour l'horoscope. J'y trouve encore son évolution, des sommes d'informations très intéressantes. Et cette période, on a fait beaucoup de recherches. J'ai appris beaucoup de choses sur cette construction d'association. Aussi bien sur les possibilités de statut, hein, scope, association, ou alors rentrer plutôt sur une SARL, d'essayer de faire le tour de toutes les possibilités et de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait tout ça. Alors, on a vite trouvé que le secteur, l'associatif, était ce qui correspondait le mieux à ce que l'on souhaitait faire. Donc on a créé une association. Alors, je n'ai pas pu vous mettre la musique, hein, mais je ne vous la chanterai pas non plus. Un matin, comme ça, je n'étais pas encore licenciée, j'étais en préavis, mais j'étais déjà sur le projet. Je devais être en forme le matin. Trouver le nom de l'association, ça s'appelait Motiver. Ne rigolez pas, c'était très recherché. Mise en œuvre de techniques pour l'insertion dans la vie économique et sociale. Elle le trouvait quand même. Hein, alors on était les motivés de Beauvais. Sans connotation politique, bien sûr. On n'était pas de Toulouse, nous. Hein. Et donc,
On a rapidement, à notre grande surprise, obtenu les financements pour démarrer. Très rapidement. Une subvention du montage à l'aide au micro-projet, 4-2-3 à l'époque. Non, c'était une mesure 10B à l'époque, du Fonds social européen. Et puis des droits de la femme. Puis alors là, j'ai cru que c'était merveilleux, les subventions. On demande 5 000 aux droits de la femme, ils nous en donnent 8 000, dis donc. Résiduel d'enveloppe qui traînait. Je croyais que c'était toujours comme ça. Peut-être. Et donc, on a monté notre petite action femme qui fonctionnait bien. Hein. Alors, dans les choses que l'on pouvait faire, je me souviens des élections présidentielles. En 2007, hein, c'est ça? Voilà, en 2007. Quand on a commencé à sonder un petit peu si elles allaient voter, pas voter, on a vite compris qu'elles ne comprenaient rien. Alors, certaines n'avaient pas le droit de vote non plus, hein, mais bon, d'autres l'avaient. Ils ne l'utilisaient pas. Alors, c'est servi, on leur a demandé, hein, c'est juste pour vous donner un exemple pragmatique des choses que l'on faisait. On leur demandait de venir avec ce qu'ils trouvaient dans leur boîte aux lettres, hein, les programmes. Et puis, on a refait l'hémicycle. De pourquoi sont positionnés les partis, qu'est-ce qu'il y a à l'extrême gauche, qu'est-ce qu'il y a à gauche, qu'est-ce qu'il y a au centre, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à l'extrême droite. Puis on a mis les programmes. Alors je sais, on ne va pas faire le sondage, hein, mais je sais déjà qu'on a évité pas mal de votes de Le Pen cette fois-ci. Simplement en faisant lire les programmes, hein, déjà. C'est tout. Voilà. Donc c'était un peu de l'éducation, quelque part populaire déjà. Et c'est ce qu'on souhaitait faire. C'était vraiment, sur le côté très pragmatique des choses, leur expliquer comment ça fonctionnait. Parce que finalement, si on y réfléchit bien, où est-ce que ça s'apprend ça? On ne vous l'apprend pas à l'école. Vous êtes largué dans la vie. La première fois, je me souviens d'avoir eu à remplir une feuille de sécurité sociale. Ça ne rentrait pas dans les casettes. Hein, c'était un peu compliqué. Et donc, tout ce genre de choses, aussi simples qu'elles soient, pour lesquelles, si on n'a pas la capacité d'aller à l'information, si on n'ose pas, si on fait vite demi-tour devant un agent d'accueil mal aimable, ben on n'a pas son information. Et surtout, on passe à côté de ses droits. Et informer sur les droits, faire en sorte que les gens accèdent à leurs droits, c'est ce qui comptait le plus pour nous. Donc notre petite action a commencé. Quand j'étais référente Asie, j'allais chez les gens. La première chose qu'on avait repérée, c'est que les gens, souvent, ne pouvaient pas venir au Pôle emploi pour une simple raison, c'est que vous avez, enfin à la NPE à l'époque, vous avez une ANPE pour 40 km aux alentours. Donc si vous n'avez pas de moyens de transport, pour vous rendre sur les lieux, et généralement tout est concentré au même endroit, c'est impossible. C'est pour ça qu'on allait vers eux. Et je pensais, dans les freins les plus importants à l'insertion, que la mobilité était le frein le plus important. Et que c'était parce que vous n'avez pas de mobilité qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Alors on avait notre petite tête, projet, c'était de créer une auto-école sociale. Alors, pourquoi une auto-école sociale? D'abord, c'est par pure empathie. Moi, j'ai un souvenir de 35 heures de pleurs. Avec un enseignant à la conduite, c'est un enseignant, ça s'appelle, un enseignant à la conduite. C'est pas de leur faute, hein, ils n'ont même pas une seule heure de pédagogie dans leur formation, donc, mais c'est des enseignants. Hein. Et donc, chaque fois que je montais dans la voiture, la première chose qu'ils me disaient, c'est qu'est-ce que tu vas encore nous faire comme connerie aujourd'hui? Alors quand tu me dis ça à moi, je les cumule. Hein. Je démarre, je cale, ça commence comme ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, donc forcément je faisais des conneries. Donc je me faisais engueuler. Et puis ils m'engueulaient, et puis je calais. Donc forcément il faut beaucoup d'heures de conduite, forcément à ce rythme-là. Donc le souvenir de ce permis de conduire, alors je l'ai passé une première fois, je dis 35 heures, parce que je l'ai quand même passé une première fois. Et là, mon handicap de naissance est réapparu. Il m'a dit de tourner à gauche, je suis allé à droite en sens interdit. Comme d'habitude. Donc je l'ai arrêté une première fois. Mais je ne voulais pas retourner. Hein. Si mon père ne voulait pas salement récupérer son investissement, c'est-à-dire de l'avoir ce permis, au bout de 6 mois, il m'a renvoyé avec un coup de pied au cul, donc il a fallu que je le passe. J'ai fini par l'avoir, quand même.
au bout de la deuxième fois. D'ailleurs, si on faisait un petit sondage, là... Qui a eu le permis en 20 heures et du premier coup? En 20 heures de conduite et du premier coup. J'ai dit 20. Ouais, toi, t'as une époque où on en faisait 5, c'était bon. Qu'est-ce que tu me fais, là? Ça marche pas. Oui, donc ben voilà. Tu les as même pas fait, les 5 heures. Alors, qui a le permis et qui l'a pas eu tout de suite, alors? Parce que par déduction... Oh, ben, il y en a pas mal qui n'ont pas le permis, alors. Non, je disais qui a le permis et qui ne l'a pas eu du premier coup. Voilà. Okay. Alors, qui n'a pas le permis? Ah ouais, quand même. Quand même. Quand même, quand même. Ouais, quand même. Mais, premier coup, 20 heures. Hein. La moyenne nationale pour passer le permis de conduire, c'est 37 heures. C'est la moyenne nationale. Donc 35, moi j'étais en dessous. Hein. Finalement, j'étais pas si nul que ça. Hein. Donc, on accompagnait donc, les personnes, on les envoyait vers le permis de conduire, et bien évidemment, ça se passait mal avec les enseignants. Avec une moyenne de 35 heures, bah, ça coûte cher, hein, 40 € l'heure de conduite. Quand vous avez des aides, eh ben, on vous paye 20 heures. Et si vous n'avez pas la possibilité de payer la différence, vous n'aurez toujours pas le permis. Et puis surtout, dans une salle de code, il n'y a pas d'enseignant à la conduite. Hein. Vous êtes tout seul en vidéo, puis vous vous débrouillez. Si vous n'avez pas compris, vous vous débrouillez. Donc nous, on avait repéré que c'était vraiment un gros problème pour les gens. Et donc, on a souhaité créer une auto-école sociale. Alors, j'y connaissais rien, à part ma propre expérience du permis. Une auto-école, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai découvert un peu ce monde un peu particulier. Pas très féminin, je peux dire non plus. Loin de là. Et puis surtout de comment on faisait pour rentrer dans le cadre de la création d'une auto-école. Alors, une auto-école sociale, c'est quoi? Une auto-école sociale, c'est une auto-école sociale. C'est tout. C'est-à-dire que c'est la même réglementation qu'une auto-école, il n'y a pas de dérogation, c'est pas un permis au rabais, il n'y a pas un inspecteur spécial cassos, ça n'existe pas. C'est le même inspecteur pour tout le monde. Mais la différence, ça va être la pédagogie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va accompagner au soutien du code de la route, et puis on va avoir une pédagogie qui permette aux personnes de se mettre en confiance, de se détendre, de prendre autant d'heures de conduite qu'il le faut, et puis d'arriver doucement au permis. Alors pourquoi c'est compliqué pour certains le permis de conduire? Le permis de conduire, c'est déjà capable de faire plein de choses à la fois. Déjà. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est faire plein de choses à la fois. Et on avait des parcours qui, au bout de 20 heures, ils avaient compris le volant. Mais le volant, alors l'enseignant avait encore les pédales, hein, il y avait le volant. Et alors on commençait à inclure les clignotants. Mais ça ne se faisait pas comme ça, parce que les clignotants, ok, clignotants. Alors, clignotants... Heureusement que l'enseignant tient le volant, parce que ça pose des soucis. C'est un peu pareil pour les essuie-glaces. Alors, faut du temps, quoi, faut du temps. C'est long, faut du temps. Mais c'est une bonne alternative, l'auto-école sociale. Alors, j'en aurais beaucoup à vous dire, et je vais vous donner un petit exemple un peu compliqué, qui vous donnera une idée de la difficulté de ce que c'est que le permis de conduire. On avait une petite dame qui était issue de l'immigration, qui voulait passer son permis de conduire. Elle voulait passer son permis de conduire. Donc, première chose que l'on faisait, c'est la fameuse heure d'évaluation. Enfin, nous, on faisait l'heure d'évaluation, parce qu'en auto-école, quand vous allez passer votre permis, vous rentrez, on vous fait signer un forfait. Hein, puis après, vous passez votre heure d'évaluation. C'est quand même le seul commerce qui vous dit combien va vous coûter votre achat, après avoir signé le contrat, hein, quand même. Hein. Et ça marche. Hein. Les gens, ils signent. Puis après, là, ils signent un forfait 20 heures, mais il en faut 60. Alors, évidemment, c'est pas le même prix. Hein, mais, donc là, l'heure d'évaluation, alors ça permet de voir un petit peu si c'est un parcours qui va être long, si la personne a des aptitudes, si elle a déjà conduit, si dans le repérage du temps et de l'espace, dans le cognitif, hein, comment ça va se passer, puisque je vous dis que c'est compliqué. Là, l'enseignant à la conduite, il est sur le parking, il est à sa place du mort, je veux dire.
J'ai fait un peu de suivi de pédagogie derrière. Je ne leur ai pas pris sa place, hein, je vous l'avoue, franchement. Des métiers que j'ai pas envie de faire. Hein. Donc, il était à sa place, puis il attendait. Il attendait. Puis, c'était un peu long. D'un seul coup, on entend la porte de derrière claquer. Donc, il se retourne. Voilà la petite dame assise derrière, là. Ça va pas être facile pour l'évaluer. Hein. Et puis elle n'a pas voulu monter devant. Alors je l'ai repris en entretien. Puis j'ai essayé de comprendre. Pourquoi se mettait derrière pour conduire? Pourquoi se mettait derrière? Je ne comprenais pas bien. Et puis en discutant, en fait j'ai réalisé que passer derrière le volant, c'était un acte de rébellion incroyable, puisque c'était prendre la place de l'homme. C'était prendre la place de l'homme. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle était montée en voiture, elle a toujours été derrière. Et se mettre derrière le volant, c'était s'autoriser à prendre quelque part déjà son indépendance, son autonomie. Et au dernier moment, c'était pas possible pour elle. Elle a réalisé que c'était impossible qu'elle s'octroie ce droit. Sans danger, en tout cas, pour elle. Et donc le parcours ça a été de l'amener petit à petit à qu'elle reprenne confiance en elle et que surtout qu'elle comprenne qu'elle avait le droit d'être derrière ce volant. Et que si elle en avait envie, elle en avait le droit. C'est un parcours qui a duré plus de 2 ans, déjà. Ensuite, avec la conduite, je crois qu'elle a, on verra après, ça a été un peu écourté pour nous, mais elle a eu son permis, quand même, au bout de 4 ans. Donc c'est ça une auto-école sociale. Une auto-école sociale, c'est de pouvoir aller chercher chez les personnes le pourquoi elles n'arrivent pas à passer le permis de conduire. Et les raisons sont multiples, très multiples. Ça marchait très bien, l'auto-école sociale. Très très bien. On a eu 50 permis en 3 ans. Une centaine de codes. Mais comment ça fonctionne financièrement une auto-école sociale? C'est des fonds publics. C'est le conseil général qui nous donnait de l'argent pour les personnes au RMI. C'est la mission locale qui nous donnait du FIPJ pour les jeunes. C'est le droit des femmes qui nous donnait de l'argent pour les personnes issues de l'immigration. En fait, le travail que je faisais maintenant, c'était plus d'aller aider les gens dans leurs petites cases, c'était de remonter les financements au-dessus des petites cases. Mais par petite case, il y a le financement qui va avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'était une usine à gaz, hein, parce que c'était 10, 12, je crois qu'on avait 12 financeurs sur l'auto-école sociale. C'était 12 bilans différents, c'était 12 demandes annuelles différentes. C'était une véritable usine à gaz. Mais surtout, cet argent, avant que l'auto-école sociale se monte, qui c'est qui les touchait? C'était les auto-écoles traditionnelles. Alors pas en grosse masse comme nous, on captait pour redistribuer aux gens qui correspondaient aux petites cases, mais sur les aides individuelles. Encore aujourd'hui, si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez le droit à ce qu'on appelle l'APRE, c'est-à-dire une aide au permis de 1 200 €. Si vous êtes au RSA, vous avez le droit aussi à de l'APRE, mais l'APRE RSA, 1 500 €. Eh bien, les auto-écoles, actuellement, quand quelqu'un vient s'inscrire à l'auto-école, alors quelles sont les conditions au niveau du Pôle emploi? Il faut que vous veniez avec votre devis, d'accord? Et puis, que vous soyez inscrit. Et à partir de là, le Pôle emploi verse 400 €, le Conseil général verse 500 € à l'auto-école sociale, à l'auto-école, traditionnelle, à l'inscription. Sur le public que l'on accompagnait, on sait que sur le nombre de personnes qui s'inscrivent de cette façon-là dans les auto-écoles traditionnelles, à peine 40% iront au code. Au code. Ça veut dire que c'est 60% de cet argent qui touche à rien faire, juste en inscription. Alors évidemment,
se sont pas laissés faire, les auto-écoles traditionnelles. Ils ont commencé à faire du barouf auprès des politiques. Et puis, le Conseil général qui nous portait au départ, a lui décidé d'arrêter de nous financer. Forcément, puisque tout ce qui fonctionne, ça, évidemment. Donc voilà, 10 personnes licenciées, 5 ans de travail sur la pédagogie, rien de retransmis, terminé, juste fermé. Comme ça. Je croise encore des personnes qui l'ont passé sur Beauvais, qui m'en parlent, ou des gens qui me disent « Ah, j'ai rencontré, passé à motiver », et souvent on me dit que c'est bien dommage et que ça manque encore. C'est clair. Donc là, j'avais encore un petit besoin de... Alors Bourdieu, La misère du monde, je l'ai lu, ça fait déjà quelques années que j'étais accompagnatrice sociale. J'avais l'impression de lire mes dossiers, ça ne m'a pas beaucoup perturbée. Ça m'a pas appris grand-chose finalement. Par contre, j'ai lu aussi la télévision. J'en connais qui n'ont pas eu de télé pendant 10 ans. Et ça l'a fait. Hein. C'était très intéressant de ne pas avoir de télé pendant 10 ans. Pour ma part. Alors, avec Bourdieu, c'était aussi mon époque, Carl Rogers, Piaget, Pierre Morin. J'ai commencé vraiment à travailler sur les techniques, on va dire, d'accompagnement, sur une autre pédagogie. J'étais aussi confrontée à l'orientation de mes enfants, qui n'a pas été la plus simple, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils aient pris les chemins les plus directs, non plus. Donc Freinet, Montessori, Piaget, Rogers, c'est ce qui m'a accompagnée à cette époque pour créer l'auto-école sociale, pour créer la pédagogie de l'auto-école sociale. C'est quelque chose qui... Alors via Internet hein, aussi, puisque aller chercher les infos d'infos en info, en info, en info, en info, en info. C'est comme ça que j'ai pu avoir un tout autre regard sur l'accompagnement et surtout commencer à acquérir des compétences de formatrice, chose que je ne faisais pas du tout avant puisque j'étais accompagnatrice sociale. Et petit à petit, sur l'auto-école sociale et petit à petit, sur notre action femme, on a expérimenté. On a expérimenté ce qu'était l'apprentissage et comment se passaient les apprentissages. Hein, qu'est-ce qu'était la métacognition, qu'est-ce qui faisait que certains s'appropriaient plus les choses, qu'est-ce qui faisait que d'autres, ça passait, ça disait, captait pas. Donc à cette époque-là, durant toute cette auto-école sociale, je me suis vraiment intéressée à tout ça. Et ça aura son importance pour la suite. Je vous raconterai la suite de Oui Oui Bolide après une petite pause. On fera... Comment ? Ouais, je préfère, parce qu'après ce que je vais attaquer... Vas-y. J'ai aucune idée du temps. Je fais 1 heure, là ? 1h18. Oh, parfait. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, 10 minutes, ouais. 10 minutes, ouais, le temps que les gens y prennent. Ça va, et vous ? Ça va ? Alors, lui, tu fais...